Bonjour à toi, cher spectateur, et le Clint Eastwood 2019 vient d'arriver dans les salles et il se nomme La Mule, subtilement et simplement. L'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est celle de Earl Stone qui, alors qu'il est à la retraite, galère un petit peu non seulement à payer les traites de sa maison, mais également à pouvoir poursuivre son rêve d'horticulteur, et se retrouve comme ça du jour au lendemain, après avoir rencontré quelqu'un aux fiançailles de sa fille, à bosser pour le cartel mexicain et à jouer les mules. Et je m'arrête là. Parce que le reste, il faut le découvrir, parce que cette histoire est complètement extraordinaire, et en plus, elle est vraie. Pour en parler avec moi, quelqu'un que j'avais envie de faire venir pour une chronique depuis un bon petit moment, que vous aviez déjà vu aux Oscars de l'année dernière. Et ce film me semblait presque évident, puisqu'en fait, Justin, bonjour Justin, Bonjour Valentin. tu es un grand fan de Clint Eastwood. Oui, en effet, oui. Voilà, donc en fait, je me suis dit, c'est la chronique parfaite pour le faire venir et pour l'introduire dans les chroniques de films. Ce Clint Eastwood, mon cher Justin, il débarque dans une période assez particulière parce que normalement c'est entre guillemets le deuxième film que Clint Eastwood a sorti en 2018. Sauf qu'en France, les Clint Eastwood sortent tout le temps à la bourre. Donc du coup, ça fait qu'il sort en 2019 alors qu'en fait c'est le doublon entre guillemets de Clint Eastwood dans l'année 2018 avec le 15h17 pour Paris, plus La Mule. Nous, du coup, c'est le cru 2019. C'est le retour non seulement de Clint Eastwood derrière la caméra, mais surtout devant la caméra. Un retour qui était attendu par beaucoup de personnes depuis un film qui se nommait Seconde Chance. Parce que oui, la dernière apparition de Clint Eastwood à l'écran ne date pas de Gran Torino, elle date d'un film qui s'appelle Seconde Chance, qui n'a jamais marché et est resté très 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 anecdotique malheureusement. C'était plus d'ailleurs, je crois, si je me plante pas, pour faire plaisir à Nick Chen qui était l'auteur à l'époque de Gran Torino, qu'il est passé devant la caméra pour lui. Mais alors derrière, il n'y avait rien de plus. Et donc du coup, ce film-là avait l'air d'être, entre guillemets, une espèce de forme d'adieu aux armes pour Clint Eastwood, même si Gran Torino était déjà annoncé comme étant tel. Et ça avait l'air d'être un film un petit peu synthèse de toute sa filmographie, abordant une histoire tout de même assez extraordinaire, étant tout de même un film très personnel pour Clint Eastwood. Enfin voilà, je m'éparpille déjà, revenons à l'essentiel. Justin, qu'est-ce que tu as pensé de La Mule? Pour moi, c'est le grand retour de Clint Eastwood, au sommet de son art, je dirais même. Et vraiment très bien, je suis ressorti du film un peu chamboulé. Ouais. Ouais. Oui, oui, sur le fait de certaines. Comment dire euh, certains regards qui nous lancent, nous, spectateurs et tout, et on se dit, ouais, il est vraiment là, quoi, c'est son grand retour. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. J'ai quelques réserves, mais ça on les évoquera après, et je sais que tu les partages un petit peu. On sent que c'est un film que Clint Eastwood a voulu comme être une synthèse, entre guillemets, d'une grosse partie de sa carrière. Et d'ailleurs, je remercie les gars de nos ciné pour m'avoir fait ressortir ça tout de même. Je trouve qu'il y a un vrai parallèle qui est évoqué ici entre la filmographie de Clint Eastwood et sa manière avec laquelle il a su gérer sa filmographie et sa vie entre guillemets de star et son parcours familial. Parce que au-delà d'être un film qui parle d'une histoire vraie, une histoire vraie assez exceptionnelle, basée sur un article du New York Times, c'est avant tout une histoire de cinéma mise en scène par une légende du cinéma, une des dernières légendes tout de même de son époque, parce que de la génération de Clint Eastwood, il reste quasiment personne aujourd'hui. Il doit rester, allez, Kirk Douglas, qui doit être de la même génération. Et encore, Kirk Douglas est presque de la génération juste avant, vu que là, il vient de fêter ses 100 ans. Mais c'est un mec qui fait partie intégrante de l'histoire du cinéma, qui est une légende vivante, il faut pas se Oui. voiler la face. Et ce long métrage, voilà, comme je disais en introduction, a vraiment une tête d'adieu aux armes, c'est-à-dire que c'est vraiment Clint Eastwood qui dit ma vie a été faite d'embûches, a été faite de décisions que j'ai peut-être mal prises, mais qu'à l'époque j'estimais prendre, être prises pour des bonnes décisions. Et tout ça a vraiment une forme qui est très majestueuse, je trouve. Presque, au-delà d'être majestueux, c'est hyper respectable en tant que cinéphile parce que t'as vraiment la sensation de voir un mec avec qui, entre guillemets, bah, Justin et moi, on a un peu grandi. Moi, je sais que comme toi, je partage un grand amour pour Clint Eastwood, peut-être inférieur au tien, je pense. Mais c'est un mec qui porte en lui tellement de choses, il porte en lui tellement de cinéma, il porte en lui tellement de puissance que du coup, le voir, entre guillemets, presque s'excuser pour la manière avec laquelle il s'est comporté en tant qu'être humain, c'est quelque chose qui, ben, je pense, quand tu disais que ça t'avait remué à l'intérieur, je pense que Ouais. c'est ça aussi qui a dû te faire ça. Oui, bah oui, j'ai vu. Le fait qu'on pourrait apparenter aussi que les fleurs pourraient s'apparenter à tous ces cinémas, sur ces films, pardon,
ces films qu'il a fait et que bah, lui, du coup, il a prêté plus attention à ses films qu'à sa famille, en sachant que c'est un homme qui n'est pas facile du tout à vivre, à vivre avec lui, quoi. Donc oui, j'ai ressenti ça. Il y a tellement de, je sais pas, j'ai pas trop de mots parce que je suis un grand fan de Clint Eastwood, donc j'ai pas forcément tous les mots, mais ouais, j'étais vraiment chamboulé de ce film. Je me suis dit, le grand retour, puis un jeu d'acteur que j'ai toujours connu aussi, et qu'on retrouve dans les westerns, qu'on trouve partout, quoi. Non, vraiment son grand retour. Ouais, je pense que c'est vraiment un film de nostalgique, mais pas dans le sens nostalgique comme on peut le voir aujourd'hui avec des films comme Ready Player One ou des choses comme ça. C'est juste un film de nostalgique dans le sens où bah, c'est un film d'une époque presque. Enfin, Oui, c'est un film comme il se faisait, j'ai envie de dire un peu avant, où il n'y avait pas d'effets spéciaux, où tout se jouait sur la gueule de l'acteur, quoi. Où c'est l'acteur qui fait tout, c'est voilà, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de superflu quoi que ce soit. C'est un acteur et puis c'est un film, puis voilà. Ah, parce qu'on sent en plus, enfin, pour remettre un petit peu dans le contexte de la filmographie de Clint Eastwood, que c'est, bah, comme tu dis, vraiment un retour aux sources, dans le sens où il y a eu allez, une bonne dizaine d'années entre Grand Torino et aujourd'hui La Mule, où il a tenté des choses, où il a essayé des grands films épiques comme American Sniper, ou des films beaucoup plus intimes comme L'Échange, ou Au-delà. Enfin, il a essayé beaucoup de choses, franchement. Et par exemple, enfin voilà, tu disais des films avec pas d'effets spéciaux où ça Ouais. se jouerait sur la gueule de l'acteur. C'est typiquement l'inverse qui s'est passé avec des films comme Au-delà ou American Sniper, qui étaient vraiment des films entre guillemets hyper épiques ou en tout cas Ouais. qui avaient des partis pris qui étaient beaucoup plus radicaux et pas toujours très réussis d'ailleurs et très contestés parfois même comme American Sniper. Oui, oui. Avec un sniper, pour moi, il y a eu deux avis. Ceux qui ne l'ont pas vu avant, genre qui ne l'ont pas vu et qu'on dit c'est encore un film pour faire promouvoir l'Amérique et tout machin, et ceux qui l'ont vu après et qui se sont dit bah non, en fait, c'est ce que fait les ravages de la guerre sur un personnage, quoi, genre sur un militaire. Et du coup, sur ça, encore, je trouve que American Sniper, il y a quand même un jeu d'acteur. Oui. Sauf que le jeu d'acteur est fait pour beaucoup. Oui, Mais c'est vrai. il y a d'autres films où peut-être moins, je sais pas. Je te propose qu'on plonge tout de suite dans l'écriture, qui est basé sur un article du New York Times et qui est écrit par Nick Schenk. Nick Schenk, donc, qui, comme je disais en introduction, est l'un des scénaristes qui a le plus bossé avec Clint Eastwood, puisque c'est avec lui qu'il a écrit notamment Grand Torino. Et je pense, et je te propose qu'on commence là-dessus au niveau de l'écriture. Pour moi, alors je sais que tu es un peu sceptique là-dessus, mais je trouve qu'il y a une vraie filiation en fait entre Grand Torino et La Mule. Dans le sens où j'ai vraiment eu la sensation de retrouver le même personnage, entre guillemets, que dans Grand Torino, cette même, entre guillemets, gueule cassée de la guerre de Corée, qui revient au pays et qui, du coup, depuis qu'il a fait la guerre, a des séquelles et essaye, entre guillemets, de passer de la pommade dessus, mais c'est un peu compliqué. Bon, c'est un peu plus radical dans Grand Oui. Torino, je Oui. sais bien. Mais j'ai vu ce regard un petit peu là dans la manière avec laquelle certains dialogues sont conçus, le rapport qu'entretient le personnage avec certaines communautés, notamment hispaniques et afro-américaines, enfin, petit truc comme ça. Oui, après, c'est vrai qu'on retrouve aussi donc, le fait des vétérans de la guerre, comme à un moment on le voit dans le film, où il y a le. Comment ça s'appelle? Bah, la sauce des vétérans, ouais. Voilà, c'est ça qui va être genre sabordé, entre guillemets, qui a pris feu, et du coup ils peuvent pas. Il y a toute une histoire là-dessus aussi. Mais oui, on retrouve encore donc, les vétérans. Après, je dirais que par rapport à Grand Torino, c'est vraiment l'homme qui revient de la guerre et qui n'aime plus personne, que ce soit même ses confrères blancs, comme il nous le dit, il les aime pas non plus du tout. Tandis que quand même dans La Mule, bon, je dirais que c'est plus comme l'histoire vraiment d'un passionné des fleurs que d'un vétéran de la guerre ou quoi que ce soit. Mm. Après, on retrouve certaines similitudes, comme tu le disais, par rapport au fait qu'il n'aime pas certaines personnes. Mais à chaque fois dans le film, c'est quand même dit avec humour. Mm. Donc c'est là que j'ai du mal à te rejoindre sur le fait que tu trouves il y a Je trouve qu'il y a une filiation, hein. Je dis pas que c'est Oui, exactement le même mais- perso, mais je trouve qu'il y a une vraie filiation. Dans l'un, il y a la haine, dans l'autre, c'est plus humour, quoi, sur le ton de l'humour. C'est là, mais c'est le ton de l'humour. Non, mais c'est vrai que c'est un point, en plus, tu fais bien de l'aborder. C'est assez étonnant parce que, franchement, quand on voyait la bande-annonce, moi, personnellement, je m'imaginais un truc très noir, genre limite hyper dark. Mm. Et le fait de voir qu'il y a quand même beaucoup d'humour Oui. dans La Mule, c'est quand même assez surprenant. Et tu le dis notamment dans certains dialogues, mais il y a vraiment des scènes qui sont quasi entièrement basées sur de l'humour. C'est
comme certains autres films de Clint Eastwood, où à un moment donné, il y a toujours ce qu'on appelle une petite punchline là, qui arrive de Clint Eastwood, qui fait que tu restes, c'est moi pour le terme, mais sur ton cul, quoi. Tu restes sur le cul, et bon, il a sorti quelque chose. Et puis voilà, quoi. Et comme dans Les Inspecteurs Harry, il y a toujours une petite formule et tout qui fait que c'est du Clint Eastwood. Et là, je trouve, on retrouve ces petites citations dans la mule, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même quelques petits dialogues qui sont assez bien sortis. Oui. Il n'y en a pas forcément qui me reviennent précisément en tête, mais c'est Non, vrai qu'il y a mais quand il y même, a deux, il y trois a quand même trucs, quelques petites répliques à certains moments qui sont vraiment drôles, hein. Moi, je pense à une scène qui me fait beaucoup rire, c'est la scène où au tout début du film, il reçoit un prix et que du coup, il sort une vanne et au final, c'est juste pour aller picoler. Mais Oui. c'est très à l'image du personnage, en fait. C'est assez surprenant parce que tout le film, il y a il y a une espèce d'envie de constamment désamorcer l'action. C'est-à-dire là où on s'attendrait que l'action soit plus légère, Clint Eastwood a tendance avec Nick Schenk à bosser sur une écriture qui est beaucoup plus noire. Et au moment où ça devrait être hyper noir, c'est au contraire de la légèreté qui pointe le bout de son nez. Et c'est assez surprenant, moi. Il y a deux scènes comme ça qui me viennent en tête. La première, c'est une scène dans un bar, ou en gros, dans un café, où en gros, il va tomber sur Bates, l'agent de la DEA qui le recherche, et où ils vont parler tous les deux. Et où là, on s'imaginerait une conversation presque décalée, limite sur le ton de l'humour, où en gros, ça serait Eh, tu vas me choper, bah non, tu vas pas me choper. Et au final, on a un dialogue très très soigné sur comment faut se comporter avec sa famille et sur le fait qu'il faut pas oublier certaines choses de la vie pour pas faire de conneries. Et du coup, c'est vraiment surprenant. Et à contrario, on a une scène où au contraire, on devrait se dire ah bah, ça va être une scène très classique, où en gros, ça va être limite, voilà, il va juste se taper deux filles. Et au final, il y a un ton d'humour qui est créé dans une mise en place de situation où on voit le personnage de Eastwood qui se fait choper par deux petites pépées, et puis en face, t'as les deux Mexicains Oui, qui sont en mode mais- bon, bah, qu'est-ce qu'on fait dans le but? Ah, je sais pas sur le but. C'est sûr, oui, oui, je pense que cette scène-là, elle fait, genre, le personnage le fait pour faire rager les deux qui le suivent, pour montrer qu'ils sont un peu de leur gueule et qu'il fait ce qu'il veut, quoi. Ils ont beau avoir comment dire, des règles ou quoi que ce soit à tenir, et au final, l'autre, il en a rien à foutre, il a 90 ans, et puis... Mais comme il le dit d'ailleurs à un moment dans le film, c'est une de ses répliques phares, c'est il faut jouir de la vie, et l'autre lui dit en face, ouais mais t'as peut-être un petit peu trop joui de la vie justement. Oui, c'est sûr. Oui. Donc voilà, oui, il y a cet effet-là, genre, je sais pas. Mais il y a plein de petites choses comme ça qui détonnent dans cette écriture. Bon après, je trouve pas qu'elle est forcément très subtile, et là c'est un des gros points noirs qu'on trouve tous les deux, et je pense que tu vas rebondir tout de suite, c'est le fait que quand il y a le personnage de Earl Stone, le film est très bien écrit. Mais alors franchement, on est d'accord Justin? Dès que le personnage donc, de Bates apparaît, eh ben, c'est silence radio, j'ai envie de dire, où il n'y a plus de bande-son, il n'y a plus rien, c'est un dialogue et puis c'est très plat, quoi. On n'a qu'une envie, c'est de revoir Clint Eastwood. Ouais, en fait c'est vraiment C'est impressionnant. vraiment Mais... le film de Clint Eastwood avec Clint Eastwood, et puis les autres, c'est des seconds rôles, mais je dirais très très... Ah non, mais c'est impressionnant, mais quand le personnage de Earl Stone entre en scène au début, que le film commence à se dérouler et que, on va dire, au tout début de sa première course, et qu'il a fini et qu'il revient chez lui, où d'un seul coup, t'as cette espèce de cisure complète où c'est limite. C'est impressionnant parce que on voit d'un seul coup le montage, la mise en scène, la musique, tout qui se stoppe, et on passe dans un autre décor. Et alors là, franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette écriture? Elle est vraiment foireuse. Et il y a vraiment des moments où ça te saute aux yeux en mode mais laissez-nous avec Earl Stone, on n'a pas envie de voir Bates, il est chiant ce perso. Et ça sert à rien. Mais c'est vraiment impressionnant. Moi je reste persuadé, après c'est un avis perso mais je t'en parlais dans la voiture, je pense que Nick Schenk a écrit une première version du scénar où on était constamment du point de vue de Earl Stone. Et où arrivé en fin de course, il a dû voir avec Clint Eastwood que ça fonctionnait pas. Et ils se sont dit on va rajouter un agent de la DEA pour rééquilibrer un peu le truc. Ouais, rajouter un peu d'action peut-être, permettre une Bah, avoir une enquête, oui, avoir une enquête où il une monte en fin où tension. il s'est vraiment arrêté, et Ouais, où c'est il était ça. comme quoi il était bien poursuivi et qu'il y avait vraiment quelque chose derrière, quoi. Ouais, je sais pas. D'avoir Mais un truc un honnêtement, peu c'est... plus réel, quoi, mais... Mais honnêtement, c'est bancal, hein. Là, Mais oui. c'est le gros point noir du scénar, hein. Oui. C'est assez impressionnant. Et du coup, vu que tu en parlais, eh ben, j'en profite pour rebondir là-dessus. Tu parlais justement des effets un petit peu de mise en scène, et pour rebondir sur ces séquences-là et montrer à quel point quand même ça ressort, dans la mise en scène de Clint Eastwood, même ces moments-là, on a un peu l'impression qu'il sait pas trop comment les mettre en scène. Dans le genre où, d'un seul coup, comme je disais, on voit la coupe de montage, la musique s'arrête, et on commence à se dire, bah dis donc, en fait je vois tout là. C'est plus du cinéma, je suis sur un plateau de cinéma et je regarde entre guillemets le réalisateur mettre en scène ses acteurs. Mais
C'est assez impressionnant. Mais après, pour rebondir, et là-dessus, j'aimerais bien que tu évoques un petit peu, parce que vu que tu connais quand même bien Clint Eastwood, c'est assez intéressant. Son aspect très classique, justement, dans le sens où on revient à l'essence même de son cinéma, c'est-à-dire une gueule Ouais. d'acteur, un effet de style qui est très sobre, où le but, c'est avant tout de mettre en avant une vraie interprétation qui s'imprime, entre guillemets, dans le spectateur. Là, c'est quand même ce qui fait la force, surtout de la Bah, mule. moi j'ai trouvé que, genre ça c'est un peu c'est à chaque fois chez Clint Eastwood, je trouve quand il est face à la caméra, il y a toujours ce jeu d'acteur comme quand il était dans des westerns et tout, c'est cette gueule, cette mimique au niveau de la bouche et tout, et on trouve vraiment ça dans la mule. Donc voilà, après. Mais pour rebondir là-dessus, et je vais faire un petit parallèle, comme je te l'évoquais dans la voiture, sur Stallone et Ouais, Eastwood. Parce qu'en fait, Creed 2 et La Mule sortent à peu près dans la même période, et les deux ont quelque chose de très intéressant, parce que même si Stallone est un petit peu plus jeune que Eastwood, oui, pas beaucoup, d'une vingtaine d'années, oui, oui, une bonne oui. vingtaine d'années, ouais, certainement. J'aime beaucoup le parallèle qu'on peut faire entre les deux, dans le sens où Eastwood, c'est un acteur qui a une gueule, mais phénoménale. C'est-à-dire que dès qu'il arrive à l'écran, il y a sa voix qui ressort, il y a son jeu qui ressort, il y a la manière avec laquelle il est capté par la lumière, par le cadre. Il y a quelque chose en fait qui se dégage de ça. Et je pense pas que c'est entre guillemets de l'espèce de fascination morbide de lui-même pour lui-même, où en gros c'est genre je veux me filmer parce que j'ai une putain de gueule de cinéma. Je pense que c'est juste que il a un peu conscience lui-même que sa gueule représente quelque chose aujourd'hui dans l'histoire du cinéma, et sa voix aussi. Et Stallone, du coup, à côté, tu vois, il y a cette même envie de la part des mecs sur Creed 2 de vouloir le faire ressortir comme étant une légende du cinéma, mais il est un peu C'est plus pâteau, quoi, c'est et pas le même cinéma non plus. Dans c'est pas le même Stallone, cinéma. c'est quand même un cinéma beaucoup plus d'action, où Même si, tout se fait beaucoup même si sur les ça. deux, même si les deux sont basés sur de l'humain, hein. Si tu regardes bien, ils n'ont pas les mêmes débuts de carrière, mais Stallone et Eastwood ont toujours voulu baser leur cinéma avant tout sur l'être humain Hum, et le regard qu'on porte sur l'être oui. humain. Même si c'est vrai que Stallone a une C'est- carrière qui est foireuse et qui est partie dans beaucoup trop de Bah, directions disons et que pas tout toujours se très joue sur logiques. son physique, quoi. Donc, Tout se joue sur son voilà. physique, à contrario de Eastwood, où il y a quand même beaucoup de, Bah, c'est de son très jeu. grands jeux d'acteurs. Oui, c'est son jeu d'acteur, ça. Oh que oui. Oh que oui. Mais du coup, ouais, c'est. Et puis c'est assez étonnant parce que dans la mise en scène de la mule aussi, il y a vraiment encore une fois cette envie de jouer avec les tons, de pas constamment être dans le drame vraiment hyper glauque et dramatique comme ça a pu être le cas à une époque où il avait tendance à broyer du noir presque, je dirais, parce que quand tu regardes Mystic River, c'est un film qui est extrêmement sombre Oui. et il y a beaucoup de ces Euh, films qui, durant une période, étaient très très noirs, je trouve, dans sa filmographie. Mystic River est vraiment très sombre, très prenant. Déjà, genre l'histoire elle-même est très sombre. Après, comment a été filmé le film, où a été filmé tout ça, c'est vraiment, oui, Ah bah ça, il y a vraiment un jeu très très sombre là-dessus. dans le genre macabre, c'est macabre. Mais Oui. là, du coup, il y a un ton beaucoup plus léger qui est mis en place par Eastwood et je trouve que ça se ressent vraiment parce que à plusieurs reprises dans sa mise en scène, Eastwood aime bien jouer avec la place de son personnage, aime bien l'amener presque en décalage par rapport à son époque, mais jamais trop pour que ça sonne genre c'est un vieux con et il y a que les jeunes qui l'entourent, quoi. Ouais, et puis je pense que le côté un peu justement d'humour, jusqu'à quelques phrases qui sortent d'humour, fait que ça détend le film aussi, quoi. Hmm. Et, oui, après, le lien qui se fait entre le cartel de la drogue et puis lui, vu qu'il est vieux et tout, il y a tout un lien de paternité, on va dire. Hmm. Ouais, Donc, clairement. c'est pour ça, il y a un respect et tout. Et non, je pense que oui, c'est un film beaucoup plus genre, joyeux, plus ou moins quand même, mais beaucoup plus clair, on va dire. Bah, c'est clair, et puis en plus, moi, c'est un point que je trouvais très important, c'est que Eastwood ne porte jamais de jugement, entre guillemets, sur son personnage. Il n'est pas dans la condamnation de il a bossé pour le cartel de la drogue. Et là-dessus, c'est très intéressant, c'est que on en est réduit à un stade où, justement, la vision du cinéaste est presque respectueuse envers ce genre de personnes, comme si il voulait raconter l'histoire d'une Amérique qui, aujourd'hui, est capable naturellement de se dire, je vais bosser pour le cartel de la drogue parce que, à mon âge, je peux plus travailler et je peux plus subvenir aux besoins de ma famille. Et c'est très intéressant de voir que justement tout du long du film, son regard n'est jamais dédaigneux ou autoritaire, il est au contraire très léger sur ce personnage. Presque dans l'autodérision, en mode, bah oui, cet homme il bosse pour le cartel de la drogue, mais en même temps, il le vit pas trop mal, tant qu'il ferme les yeux et qu'il accepte que voilà, ben, c'est une décision qu'il a prise, et qui plus est, bah, il le fait pour des raisons qui sont tout à fait louables, parce qu'il le fait pour aider sa petite fille, il le fait pour aider le club des vétérans,
pour soutenir un ami, Enfin, c'est vraiment très intéressant comme démarche, parce que c'est pas une démarche qui va, entre guillemets, montrer d'un côté les antagonistes et de l'autre côté les protagonistes. C'est un film qui va jouer beaucoup avec les barrières, justement, de... Est-ce que c'est juste que finalement ces mecs-là l'arrêtent et qu'ils choisissent de le mettre en prison alors qu'il a 90 balais? Est-ce que c'est juste que le cartel de la drogue se serve de lui de cette manière-là? Est-ce que c'est juste qu'à tel moment on décide de le juger de cette manière-là? Enfin, c'est très éparpillé. Justement, moi j'aime beaucoup cette vision. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, après, je rebondis sur un truc, c'est que aussi tu parles du fait qu'il est obligé de faire la mule et tout pour subvenir à ses besoins. Il y a aussi il se pose la question aussi, c'est que deviennent les anciens soldats après la guerre et tout. Que deviennent donc ces anciens soldats et comment l'État les libère en fait dans la nature, comment on en prend soin, les pensions, voilà, les pensions d'anciens soldats, Mm. et c'est de quel montant elles sont, et du coup du fait qu'ils s'en va faire la mule, est-ce que on peut se demander si cette pension du coup ne suffit pas pour vivre quoi. Donc, Ah, c'est mais pour ça. complètement. Il y a cet aspect là aussi du film, je trouve. En termes de casting, bon, on va garder le meilleur pour la fin, on va aborder les autres d'abord. Le fait qu'il ait choisi sa fille, sa vraie fille, pour jouer le rôle de sa fille dans le film, est quand même, encore une fois, dans cette idée de représentation très méta de sa filmographie et de son histoire de famille. Et le fait de choisir Alison Eastwood, qui est d'ailleurs plutôt pas mal, honnêtement, j'ai trouvé dans le film, je l'ai pas trouvé... elle n'est pas beaucoup de temps présent à l'écran, Non, contrairement à Thaïsa Farmiga, qui jouait sa petite fille, qui, elle, n'a aucun lien avec lui, mais... Elle est très bien elle aussi. Enfin, en général, je trouve que même pour ajouter dans le panier les 3 femmes de sa vie, entre guillemets, Diana West, qui joue voilà, son ex-femme, les 3 sont très bien. Moi, je trouve qu'il y a une vraie filiation qui se joue entre les 3 et du coup, elles arrivent à équilibrer presque des interprétations qui se complètent, qui vont en graduation. Tu vois, où d'un seul coup, c'est genre, on commence par la petite fille, puis on remonte vers la fille, puis on remonte vers l'ex-femme, et au fur et à mesure, voilà, il va y avoir un rattachement. Ah oui, C'est- oui, en effet. C'est très bien fait. Laurence Fishburne. Bah, de toute façon, après, vu le rôle en lui-même, ou quoi que ce soit, bah, En bien, fait, c'est ça le bien, souci, c'est que Michael Peña, Laurence Fishburne et Bradley Cooper, honnêtement, Ouais. on le range dans le même panier parce que Ouais. ils sont là, mais Sur la totalité du film, on dirait qu'il joue quoi? À peine une demi-heure? À peine une demi-heure? Laurence Fishburne, son rôle, bah c'est oui, non, c'est gros, genre sans vouloir être méchant comme ça, mais grosso modo, il sort 4 phrases dans le film. Voilà. casser la baraque. C'est, voilà. Bradley Cooper, bon bah oui, un peu. Oui, mais franchement, pour ma part, je ne comprends pas le fait de mettre Bradley Cooper dans ce film-là, alors qu'avant il l'a fait sortir dans American Sniper où là il est grandiose. Ouais, Là pour moi, je dirais pas que c'est c'est le très ridicule. anecdotique. Je dirais pas que c'est le ridiculiser, mais c'est comme si on était un jeune premier pour faire ses débuts dans. À la limite, quitte à mettre un côté méta, pourquoi ne pas mettre Kylie Eastwood dans ce cas-là? Quitte à vraiment mettre un membre de sa famille, pourquoi ne pas mettre Kylie Eastwood? Ce qui aurait pu être une idée. Je dis ça, je le jette, hein, c'est juste un petit truc. Hein, mais franchement, vu la gueule du rôle, il aurait pu se permettre de rajouter encore un petit côté méta. Andy Garcia, qui joue Palton, le patron du cartel, Oui, pendant une partie du film, oui, sans spoiler. oui, exact, oui. Et pas trop mal, mais c'est Andy Garcia. Moi, j'ai une certaine sympathie pour lui parce qu'il a joué dans les Oceans, mais sinon, je trouve que c'est... Oui, mais bon, j'ai envie de te dire, c'est pareil. C'est pareil. Parce c'est- que Clint Eastwood, bah, il est sur l'affiche. Il est complètement sur Voilà. l'affiche. C'est lui le film. Voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai envie de te lancer dessus, Justin. Bah, lui, il est vraiment impérial dans le film. Enfin, on l'a déjà Bah, un petit peu évoqué. c'est son film, c'est son film de A à Z, quoi, en tant que réalisateur, c'est son film. Son personnage, bah, c'est lui, c'est tout, en fait, c'est tout. On le retrouve un peu comme dans Grand Torino, d'ailleurs ça se voit sur l'affiche, Ah, ce non. qu'on partageait tout à l'heure, c'est qu'on prend l'affiche de la mule, on prend l'affiche de Grand Torino, Impitoyable et Pale Rider, c'est les mêmes, c'est à chaque fois c'est lui devant, et à chaque fois c'est des rôles qui sont vraiment super bien, quoi. Oh que oui. Et oui, non, c'est ces films, c'est une interprétation, il n'y a rien à dire. Pour ma part, moi, j'ai pas trouvé d'erreur ou quoi que ce soit, Ah bah de non, jeu y a d'acteur rien. ou quoi que ce soit, avec, oui, à la fin, un regard. Un regard à la fin Ouais. qui est splendide, qu'on voit malheureusement dans la bande-annonce, mais Oui. qui vraiment Et qui- est criant de vérité. Même si on trouve tout de même avec Justin que Papy Eastwood, avec des petites pépettes d'une vingtaine, trentaine d'années, c'est un Bah, petit peu malaisant. bah, il y a 2 scènes dans le film. Il y en a la première, donc celle qu'on évoquait tout à l'heure, où il se retrouve dans un motel avec deux jeunes femmes.
Et là, on se dit, bon, en même temps, il regardait les deux membres du cartel qui l'espionnent. C'est On se plutôt dit drôle. qu'il est en train de faire ça pour les emmerder, voilà. Après, il y a une autre partie dans le film où là, par contre, il y a vraiment beaucoup de plans où c'est une fiesta, on va dire, dans la baraque de cartel. Et il y a plusieurs plans où c'est vraiment sur les fesses des jeunes femmes qui dansent et tout. Et là, on comprend pas non plus. C'est pas subtil. Et une autre scène aussi, genre dans cette même suite, pardon, on va avoir où Eastwood va monter dans une chambre avec deux jeunes femmes, et on imagine bien la suite. Voilà. Et c'est pareil, on comprend pas l'utilité. Oh, bon, bah c'est vrai qu'il il a de l'argent et tout, il arrive dans un milieu, il a envie de se faire plaisir, il a envie de, je sais pas, Mais c'est comme mais on disait, c'est un petit peu l'utilité étonnant. C'est un petit peu étonnant dans la filmographie de Eastwood d'avoir des scènes comme ça, alors qu'il s'est Ouais. toujours contenté de rester très sobre et de rester très léger justement Ouais, sur ouais, ce genre ouais, d'instant. surtout qu'il a déjà fait, genre, ça ressemble pas à des scènes comme ça, quoi. Quand on voit certains, dont un de ses films qui est un film romantique, sur la route de Madison, où là on est vraiment sur la romance, sur plein de choses, et là on se trouve vraiment, j'ai envie de dire, dans le vulgaire. Ouais, ouais, c'est pas très subtil. Désolé, Mais tonton Eastwood, c'est pas très après, très bon, chrétien. il a le droit de se faire plaisir. Ah oui, ah oui, tu vas me Mais, dire, oui, bien sûr, c'est pas très chrétien quand même. Non, hein, non, c'est- mais je sais pas. Genre, du moins, la première scène, je dirais que t'es excusé. Alors, Mais la deuxième, non. mais la deuxième, je sais pas. Après, bon, est-ce que du fait de ses 80 et quelques années, il s'est dit, bon, bah, de toute façon, la vie, il faut. Hugh Geffner. Bah, comme il le dit à un moment dans le film, faut jouir des plaisirs de la vie ou quoi que ce soit, donc tout ça. Et Donc, c'est là où le Mexicain, la phrase du Mexicain ressort plus. Bah, tu as peut-être joué un peu trop de la voilà, vie. c'est là. Mais donc, voilà, cette scène-là, c'est tout. Je dirais que c'est vrai, pas le point négatif, mais ouais, qu'est-ce que ça fait là? C'est ça, exactement. Bon, mon cher Justin, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Qu'est-ce qu'on retient de La Mule au bout du compte? Qu'est-ce que tu en retiens? Bah, j'en retiens dans un premier temps, bah, je vais me répéter, mais le grand retour de Clint Eastwood, son jeu d'acteur qui est toujours pareil, mais dans le bon sens du terme, où ça fait plaisir de le revoir et tout. Et après, je dirais pas une leçon de vie, mais on est là, on se dit, bah oui, on fait des erreurs dans la vie, on fait machin, on se remet un peu en question aussi, nous, je trouve. Je trouve qu'il nous percute un peu quand même. Voilà. Je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que La Mule est vraiment une belle œuvre. C'est pas forcément une grande œuvre majoritaire dans la filmographie de Clint Eastwood, mais Non. c'est une belle œuvre. C'est un joli testament, entre guillemets, humaniste. C'est une dernière fois, on voit sa gueule sur un grand écran et on se dit ça fait du bien. Ouais. C'est un plaisir de nostalgique, mais un plaisir de nostalgique qui sonne comme avant tout un plaisir de cinéphile. Et à partir de ce moment-là, les petites erreurs qu'on a évoquées, elles sont pardonnables parce que le fond du fond et la forme restent tout de même très louables, très beaux et assez entraînants pour que voilà, avec Justin, on soit d'accord pour vous dire que La Mule de Clint Eastwood est un beau film qu'il faut Ouais. voir en salle. Ouais. C'est voilà. Après, je pense pas que ça soit le premier film à voir de Clint Eastwood. Si quelqu'un n'a, genre, pour ma part, si c'est la personne qui va aller voir La Mule n'a jamais vu Clint Eastwood avant, je suis pas tout à fait sûr que ce soit le premier film qu'il faille voir. Je suis d'accord avec toi. Il a raison, Justin. Et, Regardez d'autres films de Clint Eastwood Oui, il y a avant. d'autres films où il est dedans, ou aussi où il réalise sans être dedans. Ça aussi, ça peut être pour comprendre un peu sa façon de faire et tout. Mm. Après, pour les autres qui ont déjà vu certains films, surtout où il accorde pas mal de. Ah oui, où il met en place des situations. Et Ouais, où, voilà, ouais. surtout sur la vie et tout, des personnages et tout. Là, oui, là, c'est sûr, on arrive vraiment à l'apogée de quelque chose, je trouve. Ouais. Mais oui, c'est pas le premier film à aller voir Clint Ouais, Eastwood. voilà. Donc, à voir, mais à voir d'autres avant de voir celui-là. Ouais. Parce que sinon, vous risquez de passer à côté et vous allez juste vous dire, oh, c'est un polar pas trop mal sur un mec qui transporte de la drogue, mais voilà. Avec un petit peu plus de background, vous y verrez un peu plus. Merci Justin Bah, d'avoir de participé à rien, cette Valentin. petite vidéo. Pas de problème. Comme d'habitude, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films Oui. et on se retrouvera pour parler de films, évidemment. À plus.